Parlons donc de notre thématique, juste avec le docteur Laura dans quelques instants, qu'on aura à recevoir avec plaisir. On parle de quand l'éducation ménagère cache le phénomène du travail des enfants. C'est vrai que le personnel de maison, c'est le relais qui nous aide pour toute l'organisation que l'on met en place pour assurer le bien-être de la famille. Mais les critères de sélection de ce personnel-là doivent se faire avec beaucoup de responsabilités. Absolument, et surtout en tenant compte des droits de l'homme. Oui. C'est l'essence même. Et puis aussi avoir vraiment beaucoup de munitions. Il ne faut pas passer l'expression esclavagiser la fonction. Il faut montrer de la dignité, donner de la dignité, de l'humanisme. Trop souvent en Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, et même dans des pays notamment du Golfe, il y a certaines maltraitances qui sont tellement criantes que ça fait peur. D'où le choix de ce thème aujourd'hui avec notre coach qui est en train de s'échauffer avec déjà 27 photos sur les réseaux sociaux. Quand elle va venir, il aura 55 et après 70. C'est le coach Laura. On la retrouve juste après ceci. Lessive, vaisselle, ménage et souvent aide à la préparation de certains repas en cuisine. Les enfants sont très souvent sollicités pour ces tâches ménagères au sein des foyers. Moyen de socialisation, ces tâches ménagères effectuées par les enfants dans leur propre foyer, dans des conditions raisonnables et sous la surveillance de proches, sont une partie intégrante de la vie de famille et du développement personnel. Une jeune fille qui n'apprend pas à s'asseoir auprès de sa mère, comment, à quel moment il faut mettre les aubergines dans une sauce, il faut mettre le poisson dans une sauce. Mais si elle n'a pas appris dès le bas âge, à quel moment elle va apprendre? Ce n'est pas quand elle aura 25 ans qu'elle va apprendre. Et ceux qui apprennent à 25 ans, généralement, le font très mal. L'enfant peut balayer, l'enfant peut nettoyer peut-être la table, l'enfant peut apporter les assiettes sur la table. Jusqu'à de 5 à 10 ans, c'est ce que l'enfant peut faire, hein? Pas plus. On ne peut pas lui confier toutes les tâches de la maison en tout cas. Les tâches ménagères effectuées par des enfants dans leur propre foyer sont souvent semblables à celles effectuées par les enfants impliqués dans le travail domestique. Dans le premier cas, la rémunération n'existe pas dans la relation de travail, mais la délimitation n'est pas toujours aisée à établir. Toutefois, si ces charges de travail sont excessives et privent l'enfant d'une éducation scolaire et compromettent sa santé, elles pourraient être qualifiées de travail des enfants. En effet, des journées de travail éprouvantes, l'usage de produits chimiques toxiques, le transport de lourdes charges, le maniement d'ustensiles dangereux comme des couteaux, des hachoirs, des casseroles brûlantes, etc. constituent des dangers qui doivent être appréciés dans un contexte de privation des droits fondamentaux de l'enfant, notamment l'accès à l'éducation, aux soins de santé, au repos et aux loisirs. Les tâches les plus dures comme aller chercher à vendre, sur bien mettre bagage sur la tête de l'enfant, aller vendre au marché. Non, ça c'est pas d'éducation qu'on doit occuper un enfant. L'enfant ne doit pas participer pour les tâches ménagères. Parce qu'un enfant doit aller à l'école. Un enfant, son rôle c'est l'école. Aujourd'hui, il y a manque de moyens. Ça fait qu'il y a certains parents qui laissent les enfants faire ce que les enfants ne doivent pas faire. Par exemple, ils sont à la maison, ils se disent quoi? C'est ma fille, elle a 12 ans, elle peut aller chercher 500 pour m'envoyer pour que je mange. Donc il y a certains parents qui se disent quoi? Eux, quant à eux, l'école, c'est perdre temps de l'enfant. Donc en même temps, l'enfant n'a qu'à aller chercher l'argent à Gamé, m'envoyer 500 matin pour que je puisse manger. Le travail des enfants dans le travail domestique est un phénomène caché qui demeure difficile à combattre en raison de ses liens avec des modèles culturels et sociaux. Alors coach, quels sont les critères qui doivent nous guider lorsque nous devons choisir les personnes qui composent notre on va dire personnel de maison? Quels sont les critères? Les critères humains pour le personnel de maison, il faut déjà que ces personnes soient majeures. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, il faut que ces personnes-là soient aptes. L'aptitude peut être définie par son état de santé physique et mentale et sa corpulence. Une personne de 17 ans, de 18 ans, qui a une petite corpulence, qui est maladive, ne pourra pas faire certaines tâches ménagères, par exemple. Donc ce n'est pas de la discrimination, mais il faudrait, avant de confier des tâches ménagères à une personne, ne pas la mettre en danger, de façon à préserver sa santé et son développement psychique et physique. D'accord.
Alors coach, on parle du cas de l'éducation ménagère. Cela sous-tend avec nos enfants, avec toutes les personnes susceptibles d'être un peu plus jeunes à la maison. Le cadre, on va le situer. L'éducation ménagère, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, à l'intérieur de l'éducation ménagère, il y a déjà le cadre familial. Donc c'est dans le cadre familial qu'on va donner des tâches aux personnes qui constituent la famille. Et ce qui se passe, c'est que sous d'autres cieux, l'apprentissage aux tâches ménagères est fait grâce aux dinettes, aux jeux, aux jouets. Mais en Afrique, l'apprentissage des tâches ménagères se fait en situation réelle. Donc c'est comme si les enfants faisaient un stage pratique. Vous allez voir dans un village une petite fille de 5 ans qui a un bébé de 8 mois ou d'1 an au dos. Et parfois même la tête du bébé dépasse la tête de celui qui le porte. Donc déjà, en termes de ratio, ils ont pratiquement le même poids. Et cela pourrait mettre en danger le développement physique de l'enfant qui porte son petit frère. Et on voit souvent les enfants qui peinent à porter leur petit frère, mais c'est leur façon d'aider et de contribuer aux tâches ménagères parce que pendant qu'elle porte son petit frère, sa mère est occupée à autre chose. Pareil pour la cuisine. Lorsqu'on fait les tâches ménagères en milieu rural, ce sont les petites filles qui vont allumer le feu. Elles vont chercher des brindilles, allumer le feu. Et je me souviens quelques années en arrière, dans la commune d'Abobo, il y a eu un accident grave parce que la petite fille de 7-8 ans était en train d'allumer du feu pour réchauffer le petit déjeuner et ses parents étaient partis. Donc il y a eu un grave incendie avec mort d'homme. Donc ça met en danger les enfants qui sont confrontés à ces tâches-là qui les dépassent. Parce qu'un enfant, il n'a pas les capacités d'évaluer le danger, ni de faire face lorsqu'il y a par exemple un départ d'incendie. Donc il ne faut pas que les tâches qui sont confiées aux enfants dans la sphère ménagère les mettent en danger. Il y a enfant par l'âge et puis enfant aussi dans l'esprit, dans la tête. Oui. Est-ce qu'on peut confier, par exemple, un couple qui a deux enfants, oui. Qui a besoin d'une nounou oui. et d'une personne pour la cuisine, tout ça. Est-ce que c'est de bonne loi de prendre deux personnes différentes ou bien de prendre une personne qui va tout faire? Mais écoutez, déjà, si les enfants sont en bas âge, ils ont besoin de présence et de suivi. Et en plus, on est sous nos cieux, nous savons que le plus grand nombre de personnels de maison ne sont pas formés, ne sont pas qualifiés. Donc, ce sont des personnes qui sont en général monotâches. En milieu rural, elles peuvent effectuer plusieurs tâches en même temps. Mais en milieu urbain, c'est un cadre différent. Donc, elles sont dépaysées et elles ne peuvent pas accomplir plusieurs tâches en même temps et en toute sécurité. Ce qui donne quoi? Une fille à qui on confie un bébé d'1 an ou de 2 ans, qui doit en plus faire la cuisine, elle aura tendance, plutôt que de laisser l'enfant dans son parc, s'il en a un, de le mettre au dos pour éviter les allées et venues entre le salon et la cuisine. Donc, pour sa propre quiétude, elle va adopter des stratégies qui ne sont pas forcément des stratégies sécurisées, ni pour elle, ni pour l'enfant, parce que si le pied de l'enfant dépasse et que le manche du poêle est en dehors de la cuisinière, comme c'est très souvent le cas, et pas que chez les nounous, il y a des maîtresses de maison qui ne pensent pas à ranger le poêle le manche du poêle à l'intérieur de la gazinière. Donc, en passant, ça peut renverser l'huile chaude sur le bébé et sur la nounou elle-même. Malheureusement, on a déjà entendu parler de cas d'accidents. Voilà, des accidents domestiques. Il y a beaucoup d'accidents domestiques qui sont dus... Cette dame qui a du cure-dent, cette dame, la fille de maison qui a un cure-dent dans la bouche et qui prend le bébé et sans faire attention. Mais qui va lui crever l'œil. Voilà, déjà, c'est pas propre d'avoir un cure-dent à la bouche. Constamment, parce que c'est le lavage de dents. Et quand on mâche le bâtonnet du cure-dent, la salive entre dans le bâtonnet, donc on manipule sa salive, après on va manipuler la nourriture. Donc mieux vaut conseiller à cette personne de se laver les dents avec une brosse à dents et puis le moment de la toilette passé, vaquer à ses occupations. Ça, c'est sur le plan de la santé. Mais sur le plan de la sécurité aussi, c'est un objet dangereux, tout comme il ne faut pas donner de sucette à des enfants qui jouent dans une cour de récréation parce qu'il bouge beaucoup et la sucette pourrait soit piquer un enfant, soit entrer dans le palais de celui qui a le bonbon en bouche. Faire attention aux bonbons avec les bâtonnets. Oui. Coach, la corrélation avec le phénomène du travail des enfants, comment on l'établit ici? Eh bien, vous savez, le travail des enfants est partagé en 3 sphères. Donc, il y a 71% du travail des enfants qui se fait en milieu agricole. Il y a 17% qui se fait dans le milieu des services, dans les familles, et il y a 12% en industrie. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les 17%
dans le cadre familial. Et ces tâches-là, on les connaît, ce sont des tâches de cuisson de nourriture, de port de charges lourdes pour les enfants et de travaux qui vont, par exemple, le nettoyage, casser du bois, passer la serpillière, cuire des aliments, tout ça qui peuvent mettre nos enfants en danger. Dans la sphère domestique, le travail des petites filles est beaucoup plus intense que celui des garçons. Les garçons, en général, ils vont travailler dans les mines, à l'extérieur de la maison. Mais comme en Afrique, les filles sont destinées à se marier, donc à être des femmes de ménage à la maison, elles sont plus utilisées dans la sphère familiale pour des tâches qui contribuent au bon fonctionnement de la maison. Alors, on a vu des reportages qui nous ont vraiment donné du tournis. Il y a des parents qui vendent leurs enfants dans des pays, de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est devenu un véritable commerce. Ici, même chez nous, en Côte d'Ivoire, tout le monde a déjà entendu parler de cette filière du nord-est de notre pays, qui vraiment venait pourvoir en filles de ménage toute la sphère abidjanaise, toute l'agglomération. Alors, c'est toujours d'actualité, ça changeait un peu, parce que je sais, par exemple, aussi que la première dame de notre pays, Madame Ouattara, aussi a initié un véritable combat contre le travail des enfants. Tout à fait, tout à fait. Le travail des enfants, malheureusement, c'est un cri de détresse des familles. Et d'ailleurs, les institutions internationales, pour résorber ce travail des enfants-là, ont pensé que la première stratégie, c'était d'apporter un soutien qui permettrait un revenu régulier aux familles précaires. Parce qu'un papa qui peine à nourrir ses enfants, à les soigner, s'il en a 5, 6, 7, 8, il peut bien se séparer d'un enfant pour le bien-être de tout le reste de sa famille. Donc c'est comme ça que ces parents-là font le calcul. Mais très souvent, ils n'ont pas la pleine perception du phénomène du commerce des enfants. Ils se disent, je confie mon enfant et la personne va me donner de l'argent, un revenu, soit en une seule fois, soit chaque mois, payer l'enfant, parce que l'enfant va aller dans une famille où il va manger, où il va être soigné, où il va être mieux qu'il ne l'est avec nous. Donc il y a ce côté, ce dilemme-là auquel sont confrontés ses parents. Mais il faut qu'ils sachent que ce n'est pas la bonne façon, parce que l'enfant qui est vendu, qui est utilisé, esclavisé, il ne peut pas s'épanouir. C'est comme si on mettait fin à une lignée, parce qu'il va grandir sans avoir été formé, sans avoir appris vraiment un métier, et avec toutes les séquelles psychologiques que cela comporte, parce qu'un enfant, son premier travail, c'est de jouer et d'apprendre. Alors que quand on lui donne une tâche qui est au-dessus de ses forces physiques ou mentales, on ne lui apprend rien, on le détruit ou alors on empêche, on entrave sa bonne croissance. Alors, pour revenir aux fondamentaux, c'est clair que les enfants, à leur naissance, c'est le jeu, puis l'éducation, c'est un droit fondamental. Mais on pourrait aussi faire la frontière entre la socialisation des tâches pour socialiser les enfants. On en a tous fait les frères, hein, aller chercher du fardeau, voilà, il y a des tâches qu'on a faites, on a exécutées pour vraiment s'insérer dans la société. Quelle est la frontière? Quelle tâche on doit définir en fonction des âges? Ben, déjà, il faut voir, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que la tâche qu'on confie à un enfant soit au-dessus de ses forces ou de ses capacités. Donc, si on a une famille où il y a un enfant de 2 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 15 ans, ils n'auront pas les mêmes tâches. Donc, par exemple, en milieu urbain, à l'enfant de 2 ans, on pourrait confier de placer les couverts à table, ou de ranger les journaux sur la table quand ils ont fini de jouer, ou même de ranger ses propres jouets. Parce que de ranger ses propres jouets, c'est déjà un acte de civisme, parce qu'on apprend à prendre soin de son environnement. Maintenant, du côté socialisant, il faut faire des tâches de groupe. Si on veut faire un gâteau, on ne demandera pas à l'enfant de 2 ans d'enfourner le moule. On lui demandera par contre de remuer la pâte, de goûter si c'est sucré. Et à l'enfant de 14 ans, voilà, on lui permettrait d'ouvrir le four chaud parce qu'il est plus grand pour évaluer le danger. Donc, il faut penser à faire des tâches ensemble pour se socialiser, mais en veillant à respecter la sécurité et l'âge de chacun des enfants à qui nous confions ces tâches-là. Au fait, ce qu'on oublie aussi, et c'est dommage pour notre économie, c'est que au niveau des tâches ménagères, c'est un business
qui devrait être florissant. Si c'est fait dans les normes, il y a des choses à prendre. Parce qu'il y a une formation. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour les assistantes à domicile, tout ça, alors que c'est des secteurs prédominants. Est-ce qu'il n'y a pas un souci également aussi de l'État, du gouvernement, tout de suite d'encadrer vous, par exemple? Je sais que vous êtes très proche des enfants. À travers vos activités, vous avez certainement des idées à donner. Est-ce qu'il y a un travail coordonné qui est fait pour faire en sorte que le milieu soit industrialisé, professionnalisé, de telle sorte que quand on y vient vraiment de bon cœur, quoi. Ah oui, parce qu'à contrario, on a vu aussi hier des reportages de complicité et tout pour sécuriser et l'employé et l'employeur. Tout à fait, tout à fait. Mais le problème est plus dans la mentalité. Quand on voit comment les gens réchignent à donner un bon salaire à leurs employés de maison. On ne va pas laisser ça totalement aux ONG exclusivement. Aussi, à un moment, il faut prendre les choses... On me dit qu'il y a certaines ONG qui font ça. On ne va pas tout laisser aux ONG quand même. Mais on ne peut pas tout laisser non plus. On ne peut pas laisser tout non plus à l'État. Je veux dire, l'État fait ce qu'il peut, mais en même temps, l'État ne va pas aller dans les maisons pour améliorer la collaboration entre le personnel de maison et la famille dans laquelle elles travaillent. Donc, j'entends des femmes qui disent elles ne méritent pas plus de 25 000 francs. Comment on peut décider qu'une personne humaine ne mérite pas plus de 25 000 francs? Déjà, donc il faut changer les mentalités et voir le travail que la personne effectue. Non, il faut un cadre, il faut un cadre aussi, au fait. Il faut un cadre. On sensibilise. L'État, évidemment, ne va pas aller dans les chambres, dans les maisons, de tout ça, mais il faut un cadre qui puisse décourager les personnes à agir comme ça. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qu'il faudrait faire, en attendant l'État, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons regardants. Vous dites, je dois aller au travail, j'ai besoin d'une fille pour garder mon enfant. On vous ramène une fille de 15 ans ou de 13 ans. Vous ne pouvez pas accepter qu'elle reste chez vous. Mais ce qui se passe, les gens vont dire, non, c'est bien, au moins elle va surveiller la maison. Mais elle est tellement jeune que n'importe qui peut venir lui dire, ta patronne m'envoie chercher telle chose, et après on trouve la maison dévalisée. Donc il faudrait quand même que nous soyons plus fermes, parce que ça ne sert à rien de dire que j'ai trop besoin d'une fille, donc je prends la première venue, ou j'ai trop besoin d'un garçon. Si vous cherchez un chauffeur, que vous avez quelqu'un qui vient à peine d'obtenir le permis de conduire, vous n'allez pas lui confier votre famille parce que vous la mettriez en danger. Donc il faudrait que nous-mêmes soyons conséquents avant que les autres le fassent. Ça va déjà assainir un temps soit peu, un premier palier de l'emploi à domicile. Parce que si on prend le premier venu ou la première venue, sous prétexte que c'est un mal nécessaire, on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Et ce choix-là, c'est de nous impliquer nous-mêmes davantage dans la gestion de notre maison pour que, petit à petit, on se rende autonome vis-à-vis du personnel de maison qui n'est, du reste, pas toujours formé ni compétent. Coach, ce que vous dites, c'est très important. Et on est face aussi à des contraintes qui nous obligent à confier nos enfants ou même l'organisation de la maison à d'autres personnes. Mais au niveau des tutelles et au niveau étatique, ce que Marcelin dit, c'est très important. Parce qu'il faut organiser même le secteur pour éviter les abus même contre ces jeunes filles-là. Tout à fait, mais moi je suis dans plusieurs groupes. Quelqu'un qui dort, c'est vrai que le SMIC, comme disait ma réalisatrice tout à l'heure à l'oreillette, le SMIC, il y a le SMIC qu'on peut donner à une fille de maison. Et en fonction aussi de ses ressources. Si elle dort à la maison, elle utilise nos ressources, donc qu'on lui donne 30 000, est-ce que ce n'est pas un bon compromis? Ou bien, bon, je ne sais pas, il y a des choses à voir aussi dans ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, sous nos cieux, le travail d'employé de maison, c'est quand même particulier. Parce que l'employé de maison en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, devient un membre de la famille. Alors que sous d'autres cieux, une nounou, elle ne mange pas là, vous ne la soignez pas directement, vous ne l'avez pas à charge. Donc, une personne qui paye sa nounou à 35 000 francs, en réalité dépense au bas mot le double. Et c'est ce qu'il faut savoir. Mais en même temps, on ne peut pas humainement et culturellement demander à la personne je te donne les 40 000 ou les 45 000, mais tu ne manges pas chez moi le matin. Parce que c'est un peu... En Afrique, ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas chez nous. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est nous-mêmes, entre nous, je participe à plusieurs groupes sur la question. Et ce qu'on est en train de penser, c'est pourquoi pas demander une lettre de recommandation. Parce que si vous quittez un employeur, dans de bons termes, il devrait pouvoir vous donner une lettre de recommandation. Donc déjà... Parce qu'il y a des mésaventures aussi, oui, des parce fois. que la fille vient, vous lui dites, tu as quel âge? Elle dit, j'ai 19 ans. Et après, elle tombe malade, vous demandez ses papiers ou vous regardez son carnet de santé. Elle a 14 ans, 15 ans, 16 ans.
Donc il y a déjà un mensonge parce que cette fille-là a besoin de la place, elle a besoin de l'argent qu'elle va gagner, mais elle ne pense pas à la loi ni aux normes. Donc on pense à plusieurs questions comme ça. Et déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'expliquer aux parents que les enfants qui n'ont pas un certain âge, ils nous mettent en danger quand nous les employons. Parce que s'il y a un problème, on est responsable parce qu'on aura employé un mineur. Donc ça, c'est pour le cas des employés de maison. Mais pour nos propres enfants, il faut que nous puissions les emmener à l'apprentissage des tâches ménagères sans non plus les priver de leur enfance progressivement. Ce n'est pas parce qu'on a une nounou à la maison que l'enfant ne va pas apprendre à ouvrir une boîte de conserve, ni à faire son lit, ni à cuire un œuf ou à cuire du riz. Il faudrait qu'on ait un espace d'apprentissage des tâches ménagères pour nos propres enfants, même si nous avons 2, 3, 4 domestiques. Et puis le rôle aussi des familles, c'est de pas d'esclavagiser la nounou, mais c'est de faire en sorte que ceux qui passent à la maison puissent avoir vraiment un bagage après, une expérience, les aider à leur propre évolution. Parce qu'elles on va pas rester comme ça indéfiniment. Oui, mais ce qui se passe, c'est que la maltraitance est tellement accrue entre les employeurs et les employés que ces filles-là, il y a un phénomène bizarre. Quand elles arrivent, elles oublient tout ce qu'elles ont appris dans leur poste précédent parce qu'elles ont l'impression que ce sont des aptitudes pour la maison, pour une maison donnée. Alors que les aptitudes qu'elles acquièrent en travaillant dans une maison, ce sont des aptitudes qui pourraient leur servir dans d'autres maisons et dans la leur propre, quand elles seront plus tard dans leur propre famille. Merci beaucoup, coach Laura.